Salut la compagnie, c'est le Link, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ce format de vidéo, donc aujourd'hui nouveau Mav, et on parle d'une série dont j'ai envie de vous parler depuis plus de 2 ans maintenant, qui est à la fois un manga, un jeu vidéo, mais aussi un animé. Aujourd'hui on parle de Fate Stay Night. Plus précisément, aujourd'hui, on parle de la trilogie des Fate Stay Night. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose d'aborder la genèse de la série et de ce qu'est la saga Fate aujourd'hui. La base vient d'un visual novel sobrement intitulé Fate Stay Night, sorti en 2004 et développé par le studio Type Moon. Et le pire, c'est que c'est un hentai. C'est pas vrai, hein, mais le visual novel contenait vraiment des scènes érotiques explicites, choses qui ont été enlevées de l'animé parce qu'il fallait le rendre tout public quand même. C'est logique. C'est 2 ans après la sortie du visual novel qu'une adaptation en animé verra le jour en 2006 par le studio Dean portant le même nom que le jeu original. Par la suite, c'est le studio Ufotable qui reprendra la série en 2011 pour la série Fate Zero, puis enchaînera avec Fate Stay Night Unlimited Blade Works, ainsi que Fate Stay Night Evansville. La série Fate connaîtra plein d'autres séries qui seront produites par une pelle de studios, mais vraiment une pelle. Par exemple, nous avons Fate Extra Last encore par le studio Shaft, Fate Grand Order First Order par Leidus, Fate Grand Order Babylonia par Cloverworks, qui sont connus notamment pour les trucs comme The Promised Neverland, Darling in the Franxx, Fairy Tail Final Series. On a Fate Apocrypha par A1 Pictures, qui est extrêmement connu pour les Sword Art Online, Kaguya-sama Love is War, Nanatsu no Taizai avant qu'ils abandonnent la licence par manque de chiffres, mais également Magi, incroyable Magi, toute la saga des Fate Prisma Ilia par le studio Silverlink, qui m'a pas plus attiré que ça, hein, notamment parce que c'est pas vraiment le style d'animé que je regarde et que j'avais autre chose de plus intéressant à regarder à ce moment-là. Bref, dans la saga des Fate, l'histoire va tourner autour du Graal, qui va sélectionner 7 mages. Mages qui sont juste des humains avec des pouvoirs magiques, hein, et c'est un peu une loterie. Hein. C'est-à-dire que ça peut être à la fois Jean-Michel assassin professionnel capable de tirer au lance-roquette, et aussi un pauvre étudiant qui galère tellement dans la vie qu'il vit chez papy et mamie. Ces 7 personnes vont donc invoquer un servant qui est classé dans l'une des 7 catégories parmi Lancer, Rider, Berserker, Cyber, Archer, Caster et Assassin. Oui, c'est le seul qui est pas en heure, ça perturbe. Ces servants sont des esprits des héros du passé, tels que Alexandre le Grand. Tout ce beau monde va donc se taper sur la gueule, dans le seul but d'être le seul encore en vie, tout ça pour obtenir la réalisation de son souhait par le Graal. Oui, c'est un Battle Royale, mais celui-ci date de 2004. Au niveau chronologique, pour ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est assez simple. Comme je vous le disais tout à l'heure, à l'origine, Fate c'est un visual novel. C'est un visual novel proposant 3 trames narratives différentes. Et si vous réfléchissez assez vite, vous comprenez là où je veux en venir. Chaque série Fate Stay Night correspond à une trame différente. Il faut un peu voir ça comme la saga Zelda, là où Ocarina of Time correspond à la séparation des 3 branches. Vous pouvez simplement vous dire qu'à chaque Fate Stay Night correspond à une timeline, et le tout est relié par Fate Zero. En ce qui concerne l'ordre de visionnage, vous pouvez regarder les séries dans n'importe quel ordre, sauf Evansville, qui doit absolument, et j'insiste bien sur le absolument, être regardé en dernier. Mais afin de comprendre au mieux l'histoire, je vous conseille plutôt de commencer par Fate Zero, et ensuite de regarder les Fate Stay Night dans l'ordre chronologique de leur sortie, c'est-à-dire Fate Stay Night, puis Fate Stay Night UBW, et enfin Fate Stay Night Evansville. Dans l'idée, c'est surtout de regarder dans l'ordre chronologique pour comprendre toutes les références au passé, qui ne feront que rendre votre expérience encore meilleure. Bon, comme je vous l'avais dit avant, les séries Stay Night sont donc plus ou moins liées entre elles. Et les séries démarreront toutes de la même manière. 10 ans après Fate Zero, nous allons suivre le personnage de Shiro, qui va être malgré lui embarqué dans la guerre du Saint Graal, et va invoquer son servant, Cyber, là aussi sur un coup de poker. La série Fate Stay Night est sortie en 2006, c'est donc la plus vieille de toute la saga, le nombre de séries évoquées avant comprise. Cette série est donc la mentor, l'ancêtre des Fate, et c'est pourtant de mon ressenti la moins connue et la moins populaire. En plus de ça, Stay Night peut se vanter d'être la suite directe de Fate Zero, et ce, à cause d'un personnage en particulier qui est celui de Cyber. Sans rentrer dans le spoil, les événements de Fate Zero se termineront d'une manière assez particulière. Cyber est le personnage qui servira de lien entre les deux séries car elle occupe une place très importante dans les deux animés. Dans Stay Night, elle sera le bras droit de Shiro, et pour faire plus simple et en plus vulgaire, dans chaque timeline, la waifu va changer. C'est même pas du spoil car les affiches de chaque saison montrent clairement qui sera la GOAT. Fate Stay Night aura le rôle le plus ingrat car étant sortie près de 8 ans avant Unlimited Blade Works, elle devra donc mettre en place tout ce qu'une série classique devra faire. C'est-à-dire mettre en avant le background du personnage principal, ses motivations, présenter l'intégralité de l'histoire que je vous expliquais avant, mais également l'intégralité des personnages, placer des flashbacks afin de comprendre les relations entre les personnages, etc. etc. Et en plus de ça, elle aura le rôle de venir conclure l'histoire de Fate Zero. Je vous recommande donc vivement, si vous voulez regarder Fate Stay Night, de regarder Fate Zero avant, sinon il y a plein d'intrigues que vous allez pas comprendre. Bien que cette série soit vitale pour comprendre les autres séries Fate Stay Night, c'est malheureusement la moins intéressante car, comme dit avant, elle va devoir expliquer
tout ce qu'il faut comprendre de la série. Elle deviendra réellement intéressante à partir du moment où la réflexion de Saber et Shiro entrera en action, donc on est à peu près à la moitié de la saison. En somme, c'est le développement de Saber qu'on ne retrouvera pas dans les deux autres séries, car elle passera un rôle beaucoup plus secondaire dans les deux autres séries. Nous aurons le droit à une légère référence à ce développement dans UBW, mais genre vraiment juste une phrase, tandis que dans Evenfield, Saber sera complètement écarté de la case personnage principal, pour n'être on peut le dire qu'un personnage secondaire. En plus de ça, c'est un peu con à dire, mais Shiro n'est pas un personnage super intéressant. La plupart du temps, il comprend rien à ce qui se passe, et il sort des phrases qui n'ont littéralement aucun sens. L'animation de l'anime est vraiment excellente, bien qu'il faut le reconnaître, elle est également dans son jus. La série date d'aujourd'hui de plus de 15 ans, et le chara-design aussi à 15 ans. Ça pourra en faire fuir certains, surtout vis-à-vis de la qualité exceptionnelle des Stay Night de Ufotable, car oui, Ufotable existait avant Demon Slayer, mais il faut rendre à César ce qui appartient à César, l'animation reste très belle. Le chara-design quant à lui fait très vieux, mais c'est le plus fidèle à l'origine. A l'époque, le studio créateur du visual novel a voulu créer un animé afin de promouvoir son jeu, c'est donc dans cette optique que l'exportation du jeu en animé sera extrêmement fidèle à l'ensemble du jeu, scénario mais aussi chara-design compris. C'est plus un portage qu'une adaptation, alors que pour les séries Stay Night récentes, le chara-design aura été mis à jour pour quelque chose de plus actuel. C'est donc une adaptation avec des prises de liberté. C'est un sujet très intéressant que je trouve passionnant, mais que je réserve pour une future vidéo afin de ne pas surcharger celle-ci. En conclusion, malgré des défauts auxquels on ne peut pas échapper, Stay Night reste très bon et va surtout porter le rôle de consolider la base pour les deux autres trames narratives. Bon, maintenant on passe à Fate Stay Night Unlimited Blade Works. Pour cette timeline, il faut savoir que c'est sûrement la plus connue à cause d'un seul et unique personnage, Rin Tosaka, la waifu officielle de la saga Fate. Je vais commencer par parler des personnages car plein de points qui seront abordés par la suite seront également valables pour Fate Zero, qui a été produit par le même studio, à savoir Ufotable. Pour le début, l'un des points forts de UBW, c'est le personnage qui compose la série. À proprement parler, ce sont les mêmes que dans Fate Stay Night, mais comme je l'expliquais avant dans la vidéo, là où chaque waifu va changer dans chaque timeline, les personnages eux aussi vont changer, notamment les personnages mis en avant. C'est ainsi que nous allons avoir des servants et d'autres personnages avec un développement qui n'aura pas eu lieu dans la série précédente, comme le duo Rin-Archer, qui sont pour moi les deux personnages principaux à titre plus justifié que Shiro. En ce qui concerne le développement de Rin et d'Archer, je ne dirai rien car ce serait littéralement du spoil, mais il faut savoir que ce duo va être très haut en couleur, et pour être plus précis, Rin sera elle extrêmement haute en couleur. Quand je parle au tout début de la vidéo que Fate était connu pour son grand nombre de waifus, c'est notamment la faute de Rin Tosaka. C'est un personnage que j'ai moi-même apprécié, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, c'est que c'est pas un personnage inutile, elle sait se défendre, et en plus elle est très intelligente, c'est donc pas un personnage à sous-estimer. Avec ceci, elle est également connue pour être une énorme tsundere qui va aussi permettre un comique de situation en adéquation avec son caractère phénoménal. Salut la compagnie, c'est le Léoling du futur qui vous parle et je suis actuellement sur le montage de cette vidéo. Je viens de me rendre compte que lors des 2 prochaines minutes, je vais parler d'un moment majeur de la série Fate Stay Night Unlimited Blade Works. Je vais donc parler de la musique qui a été composée pour ce moment, mais je ne montrerai aucune image de l'animé car cela serait le plus gros spoil que je puisse vous faire. À la place, les images de l'animé seront remplacées par le générique de Today's Menu for the Emiya Family, qui est un spin-off de la série Fate Stay Night. Je vous le conseille, c'est une petite série de 12 épisodes où juste tous les personnages de Fate Stay Night se regroupent en amis pour se faire à bouffer. Voilà. Bonne continuation à tous. Un petit point que je voulais aborder est cette fois l'une des OST de UBW. Je n'ai pas vu, contrairement à d'autres animés, énormément d'OST qui m'ont marqué. Dans UBW, j'en retiens bien une ou deux sympas, mais celle dont je voulais parler, c'est le thème du personnage de Shiro. Cette OST va avoir le droit à un remix pour chaque timeline, et celle d'UBW reste ma favorite. Cette version est assez lente et ne comporte pas de voix, pas de rythme endiablé, mais bizarrement, le combat dans lequel elle est utilisée est juste incroyable, en apportant le droit à une grosse opposition entre une musique plus calme que les OST de combat habituels dans d'autres animés, et une action qui est rapide et fluide. Cet étrange mélange va finalement donner un résultat des plus appréciables, et c'est ça que j'aime dans un animé, quand une musique et un passage se complètent mutuellement. C'est pour ça que cette OST n'est utilisée qu'à ce moment précis, car elle a été pensée pour embellir et renforcer le côté épique de cette scène, tout en étant pensée pour convenir à l'action présente. C'est pas une OST que le monteur est parti piocher dans un dossier, où il y a peut-être 2 ou 3 OST dans le même style pour convenir à ce genre de situation. C'est extrêmement impressionnant et inspirant pour moi, créateur de vidéos, de voir quelque chose autant en harmonie, car très souvent, c'est soit l'image qui va driver l'audio, ou l'inverse. Un autre point que je voulais aborder dans UBW, c'est sa narration. Des points de narration vont commencer à être enlevés pour ne pas faire doublon avec Stay Night. Les séries étant complémentaires, il n'est donc pas nécessaire de tout débouler. C'est dû à ce parti pris que la série UBW a un prologue d'environ 40 minutes qui va remettre les principaux points narratifs essentiels dans un épisode à part, pour se concentrer sur la nouvelle narration dans la série principale. Et encore, un des points que je trouve assez intelligent est d'avoir volontairement présenté ce prologue via le personnage de Rin. Étant le personnage principal de UBW, ce prologue permet de l'introduire via des passages jamais vus dans Stay Night et d'expliquer ce starter pack en 40 minutes. C'est en partie ce qui fait que ce prologue peut être extrêmement chiant à voir pour ceux qui ont déjà vu Fate Stay Night, car en soi on réexplique juste ce qu'on a vu avant. La trame narrative de UBW n'est pas pour moi la plus intéressante car au final assez similaire à celle de Stay Night, chose qui changera drastiquement dans Evenfield via le format choisi. Cette trame va suivre les grandes lignes de Stay Night mais en changeant tout de même le contenu. En gros on va quand même du point A au point Z,
mais en remaniant l'ordre des lettres pour y parvenir. Dans mon script original, je voulais aborder une partie sur le studio Ufotable, mais vu que je sens que la vidéo va être déjà très longue, je garde ce sujet pour une prochaine vidéo. On passe donc maintenant sur la dernière timeline, qui sera cette fois sur Fate Stay Night Evansville. Alors en fait, ce n'est pas vraiment une série, mais en fait c'est 3 films. Et c'est pour moi, après réflexion, le meilleur choix que pouvait faire Ufotable. Evansville arrive après les 2 autres timelines, qui ont construit la popularité de Fate. Je pense que si le format était resté à la série, avec la même construction que UBW, le succès et l'accueil auraient été bien différents. Le choix du film était la meilleure solution et a demandé des concessions. Je n'ai pas joué au jeu original, donc je ne connais pas l'histoire de cette 3ème timeline, mais dans mon cas, ayant regardé les 2 séries précédentes, avoir encore une fois les explications de l'histoire, ça m'aurait emmerdé au plus haut point. Donc la production a décidé de virer l'histoire et les explications et de rentrer directement dans le vif du sujet. La production a pris la décision de faire regarder ces films après les séries, afin d'aller à l'essentiel et de donner un vent de fraîcheur à cette histoire. En effet, même avec 3 films, il est impossible d'avoir le temps d'écran que vous propose une série de 24 épisodes. Bien que l'histoire soit déjà bien différente des 2 autres timelines, avec l'arrivée de Sakura et la Gigagoat Rider, le fait de ne pas reprendre ce qui a été mis avant marque encore plus le coup, et c'est ce qui fait que pour moi cette série est celle qui m'a le plus marqué. La formule change du tout au tout, dans chaque film on va être surpris de la tournure des événements, car on s'y attend tout simplement pas. L'intégralité de l'histoire va être différente, le ton va être différent, plus de blagues, plus de mignonneries. Cette fois c'est véritablement une guerre du Saint Graal, avec en plus de ça un véritable objectif au-delà de juste avoir un vœu. Le format du film va changer bien des choses. Déjà, le suspense. Avec 3 films, l'attente entre chaque film a fait monter la hype, et pour les gens comme moi qui n'ont jamais joué au jeu, les théories et les inventions de notre esprit pour la suite de l'histoire sont folles. Et bon, je dois vous avouer quelque chose, j'ai eu la chance, lors de la diffusion du film en France en septembre 2020, d'aller le voir avec 2 de mes meilleurs amis, c'est-à-dire Jean Gox et Zico. Oui, c'est son vrai prénom, c'est pas un surnom. Toi, va faire enculer! Et je pense que ça a complètement changé ma vision de cette timeline. Les 2 premiers films étaient déjà des claques scénaristiques et visuelles, on y revient, mais le 3ème en plus de ça a été une claque visuelle et auditif. Si je vous fais écouter ça... et ça... imaginez le rendu que vous aurez au cinéma. C'était pour moi ma meilleure expérience cinématographique ever, et c'est bizarre de dire ça, mais je n'ai jamais vu de film capable de me faire bander pour une telle animation. Et jouer rien qu'avec 2 musiques. Ce film a réussi à me rappeler pourquoi j'aime l'animation, il a réussi à me faire aimer une histoire, il a même réussi à me faire pleurer dans la même séance, en l'espace de 2 heures. Je suis littéralement sorti du film avec Django qui se foutait de ma gueule car j'avais les larmes aux yeux. Une autre qualité est que avec le format du film, la production a fait un énorme bond en avant. Alors, même les autres productions Fate du Ufotable étaient incroyables. Mais les films ont déjà beaucoup plus de temps. Quand un animé diffuse son premier épisode à la TV japonaise, généralement, seuls 5 ou 6 épisodes sont déjà finis. Le reste se fait en même temps que la diffusion, alors qu'un film n'a pas ce problème. Ce qui fait qu'on peut plus facilement faire appel à des cracks de l'animation et leur donner le temps qu'il faut pour faire une putain de bombe atomique. Et c'est pour ça qu'il faut à mon avis donner plus de chance aux films japonais dans le cinéma, et pas seulement au Ghibli, mais à des films de tout horizon. En conclusion, je vous recommande fortement de regarder la série des Fate Stay Night. C'est une grosse porte d'entrée dans l'univers des Fate, et ça a été pour moi une très bonne porte d'entrée. J'ai passé de super moments, je me suis régalé. Encore une fois, je tiens à remercier Djangox pour le prêt de sa caméra. Ceux qui ont suivi la dernière vidéo sur Bakugan, j'avais enregistré 2 vidéos avec sa caméra, celle sur Bakugan et celle-ci. Malheureusement, je n'ai toujours pas pu utiliser la caméra parce que je suis une brêle. Le son est un peu mieux que dans la précédente vidéo, mais c'est pas encore ça. Pour les prochaines vidéos, on reviendra au style classique d'enregistrement au petit micro comme ce que je fais là, donc le son devrait être beaucoup mieux. Je vous invite fortement à aller sur sa chaîne, comme d'habitude le Djangox c'est une bombe atomique, ce mec est trop fort, je l'aime. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut la compagnie.